Au cœur de Paris, surplombant toute la capitale, celle qu'on appelait la Tour de 1000 pieds est devenue plus qu'un symbole. Elle incarne la France entière à travers le monde. Un ouvrage exceptionnel qui porte la marque d'un des plus grands constructeurs de l'ère industrielle. Ça représentait un défi technique d'une audace assez folle. Dans l'ombre de la tour qui porte son nom, Gustave Eiffel cache une œuvre monumentale. En quelques dizaines d'années, sa société réalise plus de 500 ouvrages aux quatre coins de la planète. À chaque nouveau projet, il bouscule le monde du génie civil. Au fond, Eiffel, la capacité d'Eiffel, c'est de comprendre qu'avec des méthodes de construction plus efficaces, il va pouvoir s'imposer face à des concurrents peut-être moins inventifs que lui. Grâce à sa créativité hors pair, il signe les ouvrages les plus impressionnants de son époque. L'importance du pont Maria Pia a été pleinement reconnue pour le développement du génie civil dans le monde. En fait, au loin, on a l'impression que c'est une dentelle, que c'est quelque chose de très léger, très fin. Et quand on est au sein de la structure, on voit à quel point cette œuvre est monumentale. C'était moderne, totalement nouveau et innovant, et tout le bâtiment est si léger. De Paris à New York, en passant par Porto et Budapest, ces réalisations toutes plus exceptionnelles les unes que les autres imposent une nouvelle esthétique. Celle du fer, celle des chemins de fer. Il a mis la barre tellement haut que beaucoup de concepteurs, beaucoup d'ingénieurs ont été dans une sorte d'émulation. Il ouvre une nouvelle voie, une nouvelle piste, au fond, dans l'architecture, dans la construction, parce qu'il a brisé une limite, il est allé au-delà d'une limite. Près de 100 ans après sa mort, ses constructions sont toujours aussi emblématiques, robustes et influentes. Comment, d'ouvrage en ouvrage, Eiffel a-t-il renversé le monde de la construction? Comment s'est-il hissé au sommet de son art et de son temps? Comment a-t-il inspiré des générations entières d'ingénieurs, ouvrant la voie aux plus grandes avancées du siècle à venir? Au cœur de ses plus grandes réalisations, nous plongeons dans les secrets d'un bâtisseur de génie et nous découvrons l'ampleur de son héritage technologique. Celui d'un homme capable de bouleverser les sciences de l'ingénieur à chacune de ses réalisations. Eiffel, celui que l'on dépeint volontiers comme un génie du fer, est avant tout une personne de son temps. Souvent en avance, mais toujours pragmatique. Très jeune, il va profiter de sa bonne éducation et de ses facilités en mathématiques pour s'orienter vers l'ingénierie en 1852. Il a 20 ans. Donc, le début de la carrière d'Eiffel, c'est celui d'un ingénieur brillant, passé par l'école centrale, et qui va, au lieu de se destiner à la chimie comme il l'imaginait, qui va s'orienter vers la construction métallique, un domaine en pleine expansion déjà à l'époque. Le jeune Eiffel se retrouve plongé au cœur d'un monde en pleine révolution. C'est l'âge de fer pour la France et l'Europe, et plus précisément, l'âge des chemins de fer. La grande épopée du chemin de fer, c'est vraiment au 19e siècle qu'on la voit, où on se met à couvrir la France d'un réseau extraordinaire. « 1857. Gustave Eiffel se voit chargé de son premier grand projet. Il doit superviser la construction d'un pont à Bordeaux. L'ouvrage est ambitieux. Il doit traverser la Garonne sur plus de 500 mètres et relier les deux principaux réseaux ferrés de France, celui d'Orléans et celui du Midi. Il s'agit tout simplement du plus grand ouvrage de l'époque. C'est l'occasion rêvée pour le jeune Eiffel de perfectionner sa technique de la construction en fer, celle qui marquera toute sa vie. Assemblage de pièces à l'aide de rivets, croix de Saint-André, poutres en treillis démesurées et fondations en rivière. Le chantier du pont de Bordeaux est un cas d'école.
Mais cette aventure s'apprête aussi à révéler un aspect crucial de la personnalité du jeune ingénieur. Eiffel est très jeune, il a 28 ans quand il dirige ce chantier qui est le plus important chantier de construction de ponts en France à l'époque. Il faut faire preuve de sens de l'organisation et c'est là qu'Eiffel va révéler ses talents en réalité de chef d'entreprise, de meneur d'hommes, payant d'ailleurs de sa personne. Il va se plonger dans la Garonne, une rivière assez tumultueuse tout de même, pour sauver un ouvrier qui est tombé dans l'eau, qui ne sait pas nager. Donc il va aussi montrer son autorité et qui va lui permettre, après le succès, le plein succès de la construction de ce pont, de voler de ses propres ailes. Eiffel est maintenant prêt. Il maîtrise tous les aspects de la construction métallique et s'apprête à suivre une ligne qui le guidera toute sa vie. La grande épopée du rail et du fer. À peine entré dans la seconde moitié du 19e siècle, les choses s'accélèrent. Les réseaux ferrés se propagent comme une traînée de poudre à travers tout le pays. Un développement aussi rapide que nécessaire. Et à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'autoroute. Donc le train était une sorte de libérateur des territoires et faisait du désenclavement, comme on dit aujourd'hui, un mot qui n'existait pas à l'époque. Donc le fait de passer dans des endroits difficiles était important. Pour les industriels comme pour les particuliers, il devient impératif que le train accède à tous les territoires, même aux endroits les plus reculés et parfois les plus inaccessibles. Le défi, quand on développe une nouvelle ligne de chemin de fer, ou encore aujourd'hui les autoroutes, eh ben, c'est de faire une voie la plus plane et la plus droite possible. Donc évidemment, on va avoir un nombre important d'ouvrages d'art, des tunnels pour traverser, pour résoudre le problème des montagnes, et puis des ponts et des viaducs pour résoudre le problème des vallées. Le chemin de fer a besoin d'infrastructures inédites pour survoler les reliefs du pays et Gustave Eiffel compte bien apporter sa pierre à l'édifice. Il a 32 ans et il décide de monter sa propre société. Son sens des affaires, de l'organisation et de la construction lui permet de remporter des marchés à travers le pays. Ses œuvres sont fiables, robustes et maîtrisées. Elles dépassent même le contexte du chemin de fer et s'étendent à tous les types de constructions métalliques. Petit à petit, la société grandit et Eiffel se met en quête d'un associé et de nouveaux capitaux. Il va trouver un associé de choix, qui s'appelle Théophile Seyrig, qui va lui apporter à la fois des capitaux importants pour son développement et une expertise. Théophile Seyrig est un ingénieur sorti majeur de l'école centrale, très brillant, qui va apporter à Eiffel une grande compétence en matière de conception et des structures et de calcul des structures. Et dès lors, Eiffel peut passer à la vitesse supérieure. Avec Seyrig, la société Eiffel et compagnie est lancée. Les deux hommes s'apprêtent à accomplir une de ses plus belles réalisations. 1875. Ce n'est pas en France, mais au Portugal, que l'entreprise est sur le point de briller aux yeux du monde entier. Ici, la Compagnie royale des chemins de fer doit impérativement relier le sud et le nord du pays. La ligne principale doit parvenir à franchir le grand fleuve Douro qui traverse Porto. Au cœur de la ville, le Douro s'élargit à l'approche de son estuaire. Pourtant, la demande est claire. Le pont qui permettra la traversée ne devra pas entraver la circulation fluviale, absolument vitale pour Porto et ses environs. Eiffel et son jeune associé Seyrig doivent déployer toute leur audace. Ils vont signer le plus grand pont en arc jamais construit, le pont Maria Pia. La caractéristique principale de ce pont, c'est son arc. C'est l'arc, l'élément révolutionnaire. Les autres éléments du pont ont été fabriqués en série, comme cela se faisait dans les entreprises métallurgiques comme la maison Eiffel. Et cela ne présentait pas de grandes difficultés.
Le problème principal, c'était de concevoir un arc qui franchisse cette largeur de 140 mètres, qui résiste au vent et qui puisse tenir sans problème pour la circulation des trains. Cet arc métallique qui s'étend sur 160 mètres prend appui sur de solides maçonneries. Il soutient à son sommet le gigantesque tablier horizontal de 352 mètres de long, culminant à plus de 60 mètres au-dessus de l'eau. Car en plus de surplomber le Douro, le pont doit avant tout relier les falaises qui bordent le fleuve pour prolonger la ligne située sur les hauteurs. Le tout est renforcé par des pylônes réguliers, prenant tantôt appui sur la terre ferme, tantôt directement sur la Grande Arche. Mais toute l'originalité et la subtilité de l'ouvrage reposent sur un détail bien particulier. C'est un pont élancé, presque un filigrane. Et en même temps, il garantit sécurité et robustesse. Mais l'élément technique le plus surprenant, c'est l'idée de Seyrig d'encastrer l'arc et le tablier. Idée qu'il est le seul à avoir eue à cette époque pour concevoir des ponts métalliques en arc. C'est ce que j'ai appelé le secret de Seyrig. La fusion de l'arche et de la partie horizontale confère à l'ouvrage un caractère presque organique. Au sommet, ces différents éléments se réunissent pour ne faire qu'un. Un pont aussi élégant que résistant qui émerveille encore aujourd'hui. On a avec Maria Pia une démonstration de cette capacité qu'a l'architecture métallique nouvelle, l'architecture du fer, à produire des formes et des expressions architecturales nouvelles et qui vont contribuer à construire des paysages avec cette irruption très visible de la technique dans un milieu plus ou moins naturel. Avec le brillant Théophile Seyrig dans ses rangs, Eiffel signe son premier chef-d'œuvre. Il établit un nouveau standard pour les ponts ferroviaires de grande envergure. Mais derrière cette allure désormais emblématique, la plus grande révolution portée par cet ouvrage se cache dans la manière dont il a été construit. En 1875, la Compagnie royale des chemins de fer ne fait pas appel directement à Eiffel. Elle lance une mise en concurrence internationale. Eiffel y répond et se retrouve face à 3 géants de la construction de l'époque. Il va pourtant remporter cet appel d'offres grâce à un plan parfaitement calculé. Il va imaginer une construction à partir des rives, dite en porte-à-faux. Les 2 parties de l'arche et du tablier seront érigées progressivement de chaque côté du fleuve, retenues au fur et à mesure par des câbles accrochés aux pylônes, ainsi qu'à des systèmes de levage. Petit à petit, la structure progresse au-dessus du vide et voit ces 2 parties se rejoindre au sommet. Une telle technique permet d'éviter la construction d'un échafaudage en pleine rivière, une entreprise coûteuse et très chronophage. Au fond, Eiffel, la capacité d'Eiffel, c'est de comprendre qu'avec des méthodes de construction plus efficaces, plus économiques aussi, plus rapides, eh bien, il va pouvoir s'imposer face à des concurrents peut-être moins inventifs que lui. Et donc, le projet proposé par l'entreprise Eiffel avec Seyrig va être le moins cher, et largement le moins cher, 3 fois moins cher que le concurrent le plus élevé. Et donc ça va marquer beaucoup la visibilité d'Eiffel dans le paysage des constructeurs métalliques. L'importance du pont Maria Pia a été pleinement reconnue pour le développement du génie civil dans le monde. Non seulement à l'époque, mais encore de nos jours. Il continue de représenter un tournant essentiel pour comprendre le développement technologique du génie civil à un niveau mondial. Avec l'assemblage du Maria Pia, Eiffel étend son influence dans le monde de la construction. Son entreprise entre une bonne fois pour toutes dans la cour des grands.
« 1874. Au même moment, à l'autre bout de l'Europe, le puissant empire austro-hongrois récemment formé développe lui aussi un réseau ferré sur tout son territoire. La ville de Budapest est au centre de toutes les attentions. Elle doit accueillir une nouvelle gare. En raison du projet à long terme de la compagnie ferroviaire et de celui de Budapest, ils ont décidé ensemble de construire une gare plus grande et plus représentative au cœur de Budapest. Cette période a représenté un grand changement pour la ville. Les autorités austro-hongroises sont sur le point de créer la gare monumentale de Nyugati. Le bâtiment s'articule autour de l'immense halle métallique de 14 000 m². Sa façade prend la forme d'une gigantesque verrière, laissant le bâtiment ouvert sur la ville. De chaque côté, l'édifice est encadré par des bâtiments associant la brique au métal, coiffés de tourelles surplombant la grande halle. Cette gare incroyablement vaste, à la structure hybride, incarne le prestige et la modernité de l'Empire. C'était moderne, totalement nouveau et innovant. Grâce à cette structure en acier, ils ont pu porter d'un seul tenant la largeur totale de la gare, ce qui en fait un bâtiment très léger. Le chantier a duré environ 3 ans, ce qui est très rapide pour l'époque. Il s'agissait du plus grand bâtiment construit de l'Empire austro-hongrois. Pour parvenir à bâtir un tel monument, les pouvoirs publics font appel aux meilleurs, et l'entreprise Eiffel répond présente. Mais cette fois-ci, elle ne va pas dessiner l'édifice, mais le réaliser. Au-delà des gigantesques parties métalliques, au cœur de son activité et produite en France, Eiffel doit superviser tous les aspects de la construction. Les maçonneries, les structures en briques qui encadrent la halle, ainsi que les décorations et les ornements qui parcourent les murs. La gare de Pest marque le couronnement de sa carrière d'entreprise générale et qui montre aussi sa capacité, au fond, à prendre en charge des chantiers sans doute plus complexes, plus variés en tous les cas, plus diversifiés que des simples chantiers d'éléments de charpente métallique. Après la réussite de la gare de Budapest, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les constructions métalliques. Le fer n'est plus simplement réservé aux rails et à ses infrastructures. Il dessine un nouveau style architectural. Pour Eiffel et son entreprise, c'est l'occasion de participer à des réalisations toujours plus prestigieuses. En 1876, débute la construction du siège parisien du Crédit Lyonnais. Un édifice monumental, destiné à montrer la puissance financière de la banque lyonnaise au cœur de la capitale. Derrière une apparence très classique, l'architecture intérieure du bâtiment est bien plus surprenante. Eiffel est en charge d'une halle gigantesque, la Grande Nef, surplombée d'une somptueuse verrière. Grâce à elle, la lumière naturelle inonde les lieux. L'ensemble est parcouru de coursives en fer orné, desservant des bureaux à l'époque entièrement ouverts. Une réalisation à la pointe de la modernité. De l'autre côté de l'édifice, dans le bâtiment principal, c'est cette fois la pierre qui domine, du moins en apparence. Ici, Eiffel élabore la charpente métallique qui soutient tout l'édifice. Un travail discret, mais la jonction entre cette partie plus classique et la grande halle de métal présente une étrange rotonde surplombée d'une nouvelle verrière. Ce que je trouve magnifique dans cet espace, c'est que cette forme circulaire est pas si fréquente en fait, et elle a un rôle fonctionnel de marquer l'articulation entre l'axe du bâtiment principal et l'axe
de la grande nef qui se trouve derrière, qui était vraiment de biais par rapport au bâtiment principal. Cette rotonde regorge de merveilles architecturales symptomatiques de l'époque. Le double escalier monumental se dresse au milieu de la rotonde, séparé du reste du bâtiment. Il dessine une double révolution. Deux flux montent sans jamais se croiser. Une esthétique très classique. Pourtant, au fil de l'ascension, des éléments de métal apparaissent discrètement jusqu'à devenir de plus en plus assumés. Ici, c'est intéressant parce qu'on arrive à la jonction en fait, de la partie en pierre, la partie métallique, la partie en pierre qui symbolise l'architecture noble, qui exprime aussi le statut de cette banque, de cette grande banque, et puis la partie métallique qui est très soigneusement traitée, qui est visible, qui est un peu annexe, qui prolonge au fond cet espace de l'escalier, qui est magnifique, et qui en même temps va aller rejoindre la verrière métallique. Et donc là, on arrive à cette intégration savante des deux, comme si le métal avait trouvé aussi des lettres de noblesse qui lui sont propres et qui viennent compléter celles de la maçonnerie, qui viennent exprimer aussi une modernité technique qui est maintenant pleinement assumée. La modernité portée par le fer apparaît un peu plus à chaque marche. Au sommet, la verrière de la rotonde parachève l'intégralité de l'œuvre. Et en fait, cet espace, on le voit, il est décalé d'une part des escaliers extérieurs, secondaires en métal, et puis il est décalé même par rapport à la coupole qui est plus grande. Or, d'en bas, on a l'impression que cette coupole vient reposer quelque part sur cette partie-là. Ces grandes verrières, elles se généralisent à partir des années 1870, surtout les années 1880-1900, et elles sont permises par la conjonction des progrès de la métallurgie, de la fabrication des structures métalliques de grande dimension, et du verre, de petite dimension au départ, qui va s'agrandir lui aussi pour associer métal et verre et donc construire des verrières transparentes ou translucides qui sont vraiment une des marques de fabrique de l'architecture de la fin du XIXe siècle. Avec ses espaces intérieurs grandioses, ses multiples verrières, son mélange d'architecture classique et moderne, de pierre et de fer, la réalisation du siège du Crédit Lyonnais marque le début d'une nouvelle époque. Eiffel devient un constructeur incontournable. Il fait partie des plus grands et se montre capable de s'intégrer dans toutes les réalisations. Désormais, c'est à lui qu'on s'adresse pour les programmes les plus exigeants, en Europe, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Alors que la construction du Crédit Lyonnais n'est pas encore achevée, Eiffel est appelé sur un projet unique, de la plus haute importance diplomatique. La France s'apprête à offrir une statue colossale aux États-Unis d'Amérique. La statue de Liberté, c'est une statue imaginée par un sculpteur, Auguste Bartholdi, qui est alsacien d'origine, républicain convaincu d'ailleurs, et qui veut, avec d'autres républicains, faire un hommage à l'Amérique, hommage à la République américaine, hommage à la Constitution américaine, qui est un modèle pour les républicains français. Et donc il va imaginer, progressivement le projet va évoluer, mais cette grande statue monumentale, qui est la statue de la Liberté. 46 mètres de haut, perchée sur un piédestal de 27 mètres au beau milieu de la rade de New York. Cette œuvre légendaire devra se mesurer à des difficultés techniques inédites. Il faut à la fois assurer la stabilité de l'édifice exposé aux éléments et éviter qu'il ne s'effondre sous son propre poids. La structure qui supportera la robe de cuivre de la statue devra être à la fois résistante, souple et légère. Il faut imaginer une solution infaillible et parfaitement adaptée. Le cœur de la structure métallique est constitué d'un solide mât issu de l'expertise d'Eiffel dans la conception de piles de pont. Ce mât est composé de 4 faces, renforcées à intervalles réguliers par des croix de Saint-André. Autour de cette charpente robuste, une structure secondaire vient se greffer, dessinant plus précisément la silhouette de l'œuvre.
Pour parfaire ce squelette de fer, Eiffel décide d'ajouter à la structure secondaire une multitude de lames métalliques souples, fixées en un seul point et relativement mobiles. Leur rôle est crucial. C'est ici que viendra s'accrocher la peau de cuivre. Elles permettent de soulager l'enveloppe de son propre poids, mais aussi d'accompagner les mouvements que subira la statue une fois en proie aux éléments. Donc quelque chose de solide au centre et puis beaucoup plus souple dans les extrémités qui permet à la statue de prendre le vent, de bouger un peu, de se dilater sous les effets du soleil et donc d'avoir une certaine souplesse plutôt qu'une certaine rigidité. Et donc cette intervention d'Eiffel va permettre à la statue d'exister en tant qu'œuvre monumentale et Eiffel va accompagner en quelque sorte Bartholdi dans la réalisation de la statue qui est construite d'abord à Paris. On la monte entièrement et on la voit dans le ciel de Paris. Ensuite, on va la démonter, la remettre en caisse, l'expédier à New York et c'est là qu'elle va être érigée. Il ne faudra que 3 mois et demi pour assembler la statue colossale à son emplacement définitif sur son piédestal. 300 feuilles de cuivre, 120 tonnes de fer et près de 300 000 rivets font de cette œuvre un symbole des États-Unis depuis près de 140 ans. Malgré le succès et la notoriété, l'entreprise Eiffel ne se repose pas sur ses lauriers. Alors qu'une partie de ses équipes travaille sur le pylône de la Statue de la Liberté, Eiffel est appelé pour un projet qui le marquera personnellement. 1880. Au cœur de la France, au beau milieu des reliefs du Massif central, la ligne de chemin de fer reliant Paris à Béziers se heurte à la gigantesque vallée de la Truyère, particulièrement large et profonde. L'ingénieur en chef responsable de cette ligne ne voit qu'une seule solution pour traverser l'obstacle, appeler la personne responsable de l'exploit du Maria Pia. Eiffel, qui avait bouleversé le monde de la construction ferroviaire une première fois à Porto, doit maintenant reproduire son chef-d'œuvre en plus grand encore. Il s'apprête à signer le viaduc de Garabit. Son tablier horizontal de 564 mètres de long surplombe la vallée à 122 mètres de hauteur. L'arche monumentale qu'il emprunte au Maria Pia s'élève bien plus haut et bien plus vite avant de retomber de l'autre côté. Elle porte un immense tablier qui n'est plus encastré mais cette fois-ci bien distinct du reste de la structure. Son épaisseur favorise le passage des trains en toute sécurité et permet d'accueillir juste en dessous une passerelle d'intervention sur toute la longueur de l'ouvrage. De fines échelles hélicoïdales sont enfin ajoutées sur chacun des 7 pylônes. Tout est fait pour que l'œuvre puisse durer. En fait, au loin, on a l'impression que c'est une dentelle, que c'est quelque chose de très léger, très fin. Et quand on est au sein de la structure, on voit à quel point cette œuvre est monumentale. Ce viaduc, il est assez étonnant parce qu'il est rempli d'air. C'est une structure ajourée. On le sent quand on est en haut de la structure, c'est le vent. On est marqué par ce vent puissant que l'on sent vraiment très présent. Ça a été vraiment un défi impressionnant et important pour Gustave Eiffel d'arriver à dompter la puissance du vent dans cette gorge. Pour parvenir à bâtir un tel ouvrage, Eiffel déploie tout son savoir-faire acquis jusqu'à présent. Comme sur le Maria Pia, la construction en porte-à-faux depuis les extrémités est adoptée. Seule différence, un pont de service éphémère est ajouté en bas de la vallée pour favoriser la circulation des travailleurs et des matériaux dans un terrain particulièrement accidenté. Les 2 parties de l'arche gigantesque sont érigées chacune de leur côté, tandis qu'au sommet, le tablier progresse au fil des travaux. L'ensemble devra se rejoindre au centimètre près au milieu du parcours. Ce qui est incroyable, c'est d'imaginer en fait les gens qui ont pu travailler et édifier ce viaduc.
dans des conditions extrêmes. Les hivers n'étaient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Le chantier a duré 4 ans. Il a fallu donc construire dans des conditions difficiles, avec des conditions de sécurité qui n'étaient pas celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc ce viaduc, c'est vraiment une aventure humaine extraordinaire. Au fil des 4 années de chantier, la réussite de toute l'opération repose sur un dernier élément. Une des plus grandes qualités d'Eiffel depuis ses débuts. La préfabrication précise, en usine, de chacune des pièces du viaduc. Des centaines de milliers d'éléments de fer distincts qu'il faut calculer rigoureusement en atelier, au 10e de millimètre près, pour n'avoir plus qu'à les assembler une fois sur le chantier. Un mécano géant. Ce qui est vraiment impressionnant à Garabi, c'est de voir en fait la précision et la justesse avec laquelle les éléments avaient été préfabriqués en usine pour faciliter ici le montage sur place. Parvenir à un tel exploit demande une conception hors pair. Malheureusement, Eiffel ne peut plus compter sur Théophile Seyrig, son associé, mais surtout le directeur de son bureau d'études en charge de tous les calculs. Les deux hommes viennent de se séparer sur un désaccord financier juste avant le chantier. Et Eiffel sait qu'un tel talent doit se remplacer au plus vite. Il recrute alors un certain Maurice Koechlin, un ingénieur de talent qui parvient à transposer la réussite du Maria Pia à Garabi pour en faire un nouveau chef-d'œuvre. Il s'apprête aussi à jouer un rôle clé dans le prochain projet de l'entreprise. En 1884, Garabi est terminé. En 86, la Statue de la Liberté est enfin assemblée définitivement dans la baie de New York. Les projets s'enchaînent au sein de la maison Eiffel, mais une date fatidique approche. 1889. La prochaine exposition universelle qui se tiendra à Paris et qui coïncide avec le centenaire de la Révolution française. Il s'agit de marquer le coup. Au sein de l'entreprise, les deux ingénieurs en chef Maurice Koechlin et Émile Nouguier nourrissent un rêve un peu fou. Parvenir à construire une tour de 1000 pieds, plus de 300 mètres. Cette idée est un peu dans l'air du temps. On sent que la technologie de l'époque permettrait de le faire, encore faut-il le faire. Et c'est là que Koechlin et Nouguier vont imaginer un croquis assez simple, un peu sommaire d'ailleurs, de tour, de pylône de 300 mètres de hauteur. Ils le montrent à leur patron, on peut imaginer la scène, regarde, oui, très bien, c'est bien, mais les gars, intéressant, mais n'y passez pas trop de temps, vous y travaillez le soir ou le week-end, mais ok, pourquoi pas, mais enfin bon, pas très convaincu. À force d'insistance, Eiffel finira par se laisser séduire. Il s'agit une fois de plus de faire du jamais vu. Comment résister à l'audace de ses plus fidèles ingénieurs, ceux qu'il a lui-même formés et encouragés à briser les limites. Il sait qu'il a les bons ingénieurs, il a les usines, il a le savoir-faire. Maintenant, il faut que ce projet devienne non seulement une réalité technique, conçue, calculée, étudiée, mais il faut que le projet s'inscrive aussi dans le projet d'exposition universelle de 1889. C'est pas gagné d'avance. Après des mois de tractation, Eiffel parvient à convaincre les organisateurs et propose de prendre en charge une grande partie du coût de la construction. L'épopée de la tour de 1000 pieds peut commencer. Une douzaine de milliers de plans sont réalisés sous la direction de l'ingénieur Koechlin. Tout doit être parfait. Chacune des 18 000 pièces et des 2 500 000 rivets sont dessinés et préfabriqués avec la précision que l'on connaît à l'entreprise. Le chantier est achevé en une vingtaine de mois seulement. Un édifice d'une hauteur jamais vue s'élève dans le ciel de Paris. Cette tour est la synthèse de toute l'œuvre d'Eiffel. 4 pylônes, dotés de 4 arêtes liées par des croix de Saint-André, s'élèvent du sol. Un treillis métallique ajouré, léger et robuste.
Le tout, fermement riveté, prend appui sur de solides fondations plongeant sous le lit de la Seine, à la manière d'un pont en rivière. Pour parachever l'ensemble, sa forme générale incurvée lui permet de résister aux effets du vent, un phénomène qu'Eiffel connaît sur le bout des doigts. Le 31 mars 1889, la plus grande tour du monde est prête à représenter la France. Il y a une sorte de paradoxe dans la tour Eiffel. Il ne l'a pas imaginée. Elle porte son nom pourtant. Hein. C'est pas lui qui l'a imaginée, qui en a eu l'idée, mais cette idée, ensuite, il faut la réaliser. Et c'est là où Eiffel révèle aussi tous ses talents. Même s'il n'a pas imaginé la tour, même s'il ne l'a pas conçue, il l'a réalisée. Il a tout simplement fait passer une idée un peu folle, un peu abstraite, un peu utopique, on va dire, dans une réalité concrète, construite, dans un temps limité. Avec cette tour qui porte son nom, Eiffel atteint les sommets. Pourtant, à peine construite, un autre projet préoccupe déjà l'homme d'affaires. La construction du canal de Panama. Une entreprise titanesque dont le but est de relier l'océan Atlantique au Pacifique. Quelques années plus tôt, Eiffel fut appelé pour construire une dizaine d'écluses monumentales sur tout le long du trajet. Un projet à la hauteur de sa renommée désormais mondiale. Eiffel signe là le contrat de loin le plus important de sa carrière, un énorme contrat. 15 fois à peu près le prix de la tour Eiffel. Il commence à construire des ports d'écluses, c'est des grandes ports de 11 mètres de hauteur, c'est les plus grandes qu'on ait jamais construites, des écluses géantes. Il va commencer tout cela et il n'aura pas le temps de terminer puisque la compagnie va faire faillite. Le chantier est un fiasco. Les ouvriers meurent de la malaria, les conditions sont toujours plus difficiles et le projet prend toujours plus de retard. Finalement, la compagnie en charge de cette folle entreprise peine à réunir les derniers fonds nécessaires à la bonne réussite de l'ouvrage. La construction est totalement arrêtée et le plus gros scandale financier du siècle s'apprête à éclater. Et donc il y a quelque chose qu'on lui reproche, c'est d'avoir gagné beaucoup d'argent, là où beaucoup en ont perdu. Il va donc être assigné au tribunal et il se trouve condamné. Il est condamné en appel à nouveau. Il est blanchi en cassation pour prescription. Mais quand même, ça, pour lui, représente un déshonneur important. À 60 ans, Eiffel semble écœuré du monde des affaires. Il démissionne de la présidence de sa propre entreprise, demande à ce que son nom disparaisse et la cède à son fidèle bras droit, Maurice Coquelin. L'entreprise prendra le nom de Société de construction de Levallois-Perret et Eiffel abandonne définitivement le métier. Malgré cet épisode douloureux et cette mise en retrait précoce, le monde de la construction métallique sera marqué à jamais par l'incroyable contribution d'Eiffel. Il a été un protagoniste important de cette révolution de la construction, cette révolution de l'architecture du fer, cette révolution industrielle aussi. Et donc il y a 500-600 réalisations peut-être qu'il a pu mener à bien avec succès. Donc c'est ça aussi, cet héritage d'Eiffel, c'est un héritage constructif. Ils font de lui, au fond, un des grands constructeurs du 19e siècle, en France en tous les cas, et peut-être même à l'échelle mondiale. Eiffel laisse derrière lui des centaines de réalisations. Des ponts de chemin de fer cruciaux, des ouvrages d'art plus majestueux les uns que les autres, des bâtiments à la pointe de la modernité. Mais au-delà des édifices les plus impressionnants construits dans son sillage, c'est une infrastructure bien particulière qui s'apprête à s'inscrire pleinement dans son héritage. À l'aube du XXe siècle, le chemin de fer qu'il avait lui-même permis de développer dans toutes les contrées commence à se frayer une voie au cœur des plus grandes villes du monde. En 1900, c'est la naissance du métro parisien. À ce moment-là, en fait, il y a une convergence de pensée sur Paris qui était un peu le centre du monde. Et Paris s'encombrait et on le voyait à chaque exposition universelle, on voyait que
les systèmes de transport n'étaient pas au niveau. Il fallait de la masse, de la capacité de transport, de la vitesse, et en dehors des encombrements de surface. Des chantiers apparaissent aux quatre coins de la capitale et des ouvrages tous plus impressionnants les uns que les autres prennent forme dans les rues de Paris. Circulant à travers les bâtiments, l'infrastructure historique fait désormais partie intégrante de la ville. Plus encore, à certains passages clés, le métropolitain brille par son architecture. C'était un moment où on n'hésitait pas à faire des constructions audacieuses. La preuve, ce sont ces passages du métro sur la Seine, avant qu'on ose passer sous l'eau, les deux ponts de Bir-Hakeim et de Bercy, où le métro passe en deuxième étage d'un pont. C'est un paysage exceptionnel, vous n'en trouvez pas ailleurs dans le monde, des ponts sur un fleuve ou une rivière, avec un métro qui est en pont par-dessus un pont. On ne trouve pas ça. Eh bien, ça s'est fait à Paris. À ces deux passages exceptionnels au-dessus de la Seine, vient s'ajouter un troisième et dernier franchissement du fleuve. Un viaduc remarquable, dont les lignes s'inscrivent pleinement dans l'héritage d'Eiffel. Il s'agit du viaduc d'Austerlitz. « 1903. Pour joindre la gare d'Austerlitz à la station Quai de la Râpée, la ville de Paris exige une construction au-dessus de la Seine, limitant le nombre d'appuis dans le fleuve. L'objectif ? Entraver le moins possible la navigation fluviale. C'est alors un choix radical qui est fait. L'ouvrage sera d'un seul tenant, 140 mètres sans appui intermédiaire, la plus grande portée des ponts parisiens de l'époque. Une fois de plus, seul le métal est capable de tenir une telle distance sans risquer de plier sous le flux quotidien des rames de métro bondées. Il y avait un savoir-faire qui avait été développé depuis le milieu du 19e siècle qui était tout juste incroyable. Là, on se situe une douzaine d'années après la Tour Eiffel. Donc c'était des techniques extrêmement bien maîtrisées avec des entreprises extrêmement performantes. Un appel d'offres est lancé et remporté par une société bien connue, experte dans ce domaine, la société de construction de Levallois-Perret, l'héritière des établissements Eiffel dirigés par Maurice Koechlin. Qui de mieux que celui qui fut formé par le maître de la construction métallique pour mener à bien ce projet? Entre 1903 et 1904, un chantier parfaitement orchestré prend place au milieu de la Seine. Au fil des travaux, les lignes épurées se dessinent. Les différents éléments s'assemblent les uns avec les autres et les deux arches s'érigent. Le viaduc finit par arborer son élégante silhouette. Aujourd'hui encore, l'ouvrage ne cesse d'émerveiller. Un train de la ligne 5 qui passe sur le viaduc d'Austerlitz. Un paysage totalement normal à Paris, mais quand même c'est très beau, quoi. L'ouvrage est magnifique et on voit à quel point il y a une harmonie entre ce viaduc et le paysage de Paris. Les concepteurs ont imaginé une structure qui se tienne par un arc qui est en fait de plusieurs morceaux dont on ne voit absolument pas les articulations. Il est génial. Le viaduc d'Austerlitz est plus qu'une réussite esthétique. Koechlin, fidèle à Eiffel, son mentor, ajoute une solution technique novatrice essentielle à la bonne tenue de l'ouvrage. Les deux arches du viaduc sont articulées en 3 points. Une articulation de chaque côté de la rive, légèrement au-dessus du tablier, et une au sommet, servant par la même occasion de point fixe, reprenant les efforts exercés par le passage des rames sur l'ouvrage. Cette conception permet au viaduc de vivre, de se déformer légèrement et d'accompagner les mouvements du trafic sans céder sous la contrainte.
un véritable roseau d'acier. Donc le train qui passe là, il pèse de son poids, donc il appuie sur le pont, donc le tablier tire sur les arcs. En plus là il va freiner, et en freinant il va entraîner le pont un peu vers l'avant, mais ça se voit pas tout ça, hein, c'est indicible. Et tout ça, ça tient parce que ce pont a une certaine souplesse, il est articulé sur les rotules que l'on devine ici au centre et sur les côtés. C'est un pont qui est vraiment génialement conçu pour tenir le coup. Il tient le coup déjà depuis presque 120 ans. Il y a actuellement quasiment 700 rames de métro qui passent tous les jours dessus. 700 rames de métro avec plusieurs dizaines d'essieux. Imaginez cette répétition de charge tous les jours, jour après jour, année après année. Donc oui, c'est des ouvrages qui sont extraordinaires. 10 ans après le retrait d'Eiffel, ses successeurs prennent déjà le relais. Désormais au cœur de la ville, les viaducs ferroviaires sont de plus en plus techniques et arborent des ornements toujours plus travaillés pour s'afficher comme des ouvrages d'art au sens le plus littéral. Eiffel, c'est un influenceur à l'époque. Il a mis la barre tellement haut que beaucoup de concepteurs, beaucoup d'ingénieurs ont été dans une sorte d'émulation. Avec le métropolitain, cette confiance technique et architecturale pousse les ingénieurs et les architectes à déployer leurs œuvres à l'échelle de quartiers entiers. Quand on parle du viaduc d'Austerlitz, on voit la vedette qui est le viaduc. Mais les urbanistes savent que, en fait, c'est toute la section de cette ligne de métro qui est assez exceptionnelle. Avant d'atteindre la Seine, le métro parisien qui traverse la ville trouve sur son chemin la gare d'Orléans, aujourd'hui Austerlitz. Construite quelques décennies auparavant, il n'est pas question de la déplacer. Le choix est donc fait de passer au beau milieu de l'édifice. Les rails le transpercent littéralement, donnant lieu à la création d'un arrêt abrité par une gigantesque verrière au sommet du bâtiment. En sortant de la gare, les voies aériennes poursuivent leur chemin et s'engagent enfin sur le fameux viaduc. Une fois sur l'autre rive, c'est une dernière curiosité qui apparaît. Le tracé de la ligne plonge sous terre en épousant une courbe serrée avant de ressortir à l'extérieur pour son arrêt à la station Quai de la Râpée. La composition, peut-être 1 ou 2 kilomètres, du boulevard de l'Hôpital jusqu'au boulevard Bourdon est extraordinaire. C'est une dentelle urbaine, c'est vraiment quelque chose qui pourrait recevoir tous les prix d'urbanisme, quoi. Ça permet de parachever le caractère exceptionnel de cette construction au centre de laquelle trône le viaduc d'Austerlitz. Le foisonnement de ces œuvres urbaines, toutes plus audacieuses les unes que les autres, marqueront à jamais le visage de la ville. On habite à Austerlitz, on habite à Quai de la Râpée, on habite à Bastille. C'est bien plus que des stations de métro, c'est une nouvelle métrique de la ville. Le fer et le métal n'en finissent plus de bouleverser tous les aspects du quotidien. Avec les progrès du chemin de fer, les constructions du 19e siècle redéfinissent l'organisation de nos villes et de tous les territoires. C'est véritablement le siècle où démarre cette révolution industrielle qui fonde notre société actuelle, contemporaine. On est encore sur des évolutions économiques, sociales, démographiques, politiques, culturelles qui ont été initiées au fait au 19e siècle. Le génie d'Eiffel aura porté cette révolution. Il construit des ouvrages d'art d'une nouvelle ère,
capable de franchir les plus grands cours d'eau, les plus hauts reliefs. Cet ensemble de ponts métalliques en arc est unique au monde. Il n'y en a pas d'autres. Dans son sillage, ce sont des ponts toujours plus audacieux, toujours plus majestueux qui se dresseront aux quatre coins du globe. Eiffel était un porteur, un leader, comme dirait aujourd'hui, de cette maîtrise du fer, et il a eu une influence sur toute son époque avec ses adjoints, ceux qui l'ont quitté, ceux qui ont fait de la concurrence, qui ont maîtrisé ce matériau génial qui était le fer. Au fil des années, le maître de la construction métallique aura même étendu son art à tous les domaines, repoussant les limites du possible et de l'imaginable. On peut reconnaître à Gustave Eiffel justement ce goût du défi et de tenter des choses qui n'avaient jamais été expérimentées. Cette tour de 300 mètres, elle montre qu'on peut monter à 300 mètres de hauteur. Tout d'un coup, avec cette idée d'une ossature métallique, comme on la voit sur la tour, mais habillée par des pierres, par des terres cuites, par des briques, par des éléments de verre aussi, eh bien, montre qu'une ossature métallique est beaucoup plus légère et peut monter beaucoup plus haut. La voie des plus hauts gratte-ciel est ouverte. Partout à travers le monde, ses héritiers reprennent ces techniques et tentent à leur tour l'impossible. Avec son œuvre, Eiffel prépare le monde à basculer dans le XXe siècle et change à jamais les sciences de l'ingénieur.